Pendant le mois de mars, nous vous avons anticipé les compétitions du Festival de robotique à Trois-Rivières qui prennent place entre le 31 mars et le 1er avril 2023. Nous vous avons montré la construction du robot de la polyvalente Lassamar à Plessisville, qui a participé du festival. Maintenant, nous sommes de retour à l'école pour découvrir la suite. La polyvalente Lassamar a obtenu la position numéro 15 en qualification et elle a fait partie de l'alliance des équipes gagnantes. Cela lui donne la chance de participer du championnat du monde FIRST, qui aura lieu à Houston, au Texas, du 19 au 22 avril 2023. Rappelons que FIRST signifie favoriser l'inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie. En quoi consistait la compétition dans laquelle l'équipe de robotique a été qualifiée pour le championnat du monde au Texas? Bien, dans le fond, la compétition, on devait faire un robot qui allait compétitionner en manipulant des cubes et des cônes pour les amener d'un bout de l'arène à un autre de façon à faire des points. Dans la compétition, on joue 3 contre 3, mais souvent, les alliances en qualification ne sont pas connues. Donc, on va jouer avec 2 autres au hasard contre 3 autres au hasard. Ce qui nous amène après ça, après les qualifications, le premier qualifié va pouvoir choisir une deuxième équipe pour l'accompagner et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on forme 8 alliances de 3 pour jouer au final. Donc, c'était la compétition. Comment s'est déroulé le processus pour être qualifié? Quand on a joué durant, il y avait plusieurs qualifications. Il y avait environ 72 matchs. On a joué 9, sur lesquels, de mémoire, là, je sais dessus, c'était 6 victoires, 3 défaites. Pour se qualifier, finalement, à la fin des qualifications, on était 15e. On a eu une première journée un peu plus difficile, puis des bons matchs le samedi matin, pardon. Puis on a fini 15e aux qualifications. Pour après ça, tomber au repêchage. Donc, c'est les premiers qualifiés, comme je disais tantôt, qui choisissent leur équipe, et ainsi de suite, pour former 8 équipes. Et on a été choisi en deuxième choix, en fait, la 3e équipe de la première alliance, qui a permis d'aller participer au final, et on a gagné avec cette alliance-là. Comment fonctionne le système des alliances pour arriver à être qualifié? En fait, comment ça fonctionne, c'est les jeunes. Comme je disais tantôt, on passe les qualifications il y avait 46 équipes. Donc, dépendant combien de points qu'on accumule durant les qualifications, on a tout simplement un rang, 1 sur 46. La première équipe va pouvoir aller choisir les équipes avec lesquelles ils vont vouloir jouer et ainsi de suite pour former 8 alliances. C'est les jeunes, tout simplement, qui descendent du terrain, ils choisissent. Ils ont vérifié avant avec quelle équipe qui allait mieux pouvoir jouer. Ils choisissent un après l'autre. Au rendu au final, ce qu'on avait de mémoire, c'est ce qu'on appelle un round robin, je ne suis pas trop sûr du terme, mais bref, on avait les premières parties. On avait la chance de perdre une fois, si on veut. On avait une deuxième chance. Bref, on a gagné tous nos matchs pour se rendre à la finale. À la finale elle-même, les 2 alliances, c'était un 2 de 3. Puis on a gagné nos 2 matchs de la finale. Quelles étaient les conditions pour participer au championnat FIRST à Trois-Rivières? À Trois-Rivières, nous, ce qu'on a au Québec, c'est une régionale. Ce qu'on appelle une régionale, c'est que toutes les équipes de n'importe où dans le monde peuvent s'inscrire, ce qui répond à la question de pourquoi on avait des équipes de Chine, de Turquie ou des États-Unis, de France. Donc, c'était ouvert à tout le monde. Tandis dans certaines autres places, quand il y a beaucoup de concentration d'équipes, ils vont faire ce qu'on appelle des districts. À ce moment-là, c'est ceux de la région qui peuvent juste y aller, mais c'est pour se qualifier à des régionales. Nous, comme on a accès ici, c'est déjà une régionale, fait que tout le monde peut s'y inscrire, même hors Québec. Et combien d'élèves de la polyvalente ont participé et quelle est la tranche d'âge? Nous, on avait 25 élèves qui ont participé cette année. On a du secondaire 1 à secondaire 4. Ce qui est quand même relativement jeune, puisque plus de la moitié de notre équipe est en secondaire 1, les autres de 2 à secondaire 4. Mais on n'a pas de secondaire 5 ni de cégep. Parce qu'il faut penser que la catégorie FRC est une catégorie 14-18, et nous autres, on a plus de 12 à 15-16 dans notre équipe.
Donc, c'est déjà en soi quelque chose au niveau de la compétition. Puis ça va être encore plus marquant aux États-Unis parce que c'est basé sur les âges de l'école aux États-Unis. Donc, eux autres ont vraiment leurs 18 ans là, encore à l'école. Fait que ça va faire un gros décalage. Souvent, on arrive là avec nos tout-petits puis on a l'air de débarquer d'une maternelle avec des adultes. Là, c'est assez marqué là, comme différence de grandeur pour les enfants. Mais regarde, ça fait encore mieux. Les jeunes sont encore plus impressionnés. Est-ce que c'est la première fois que la polyvalente arrive à cette stade de la championnat? En tout cas, on est très privilégiés, je vous dirais, c'est le mérite et vos jeunes, mais on a 8 ans. Dans le fond, c'est notre 9e année. On a soustrait l'année COVID. Donc, on a 8 années qu'on a pu participer. Puis sur cette 8 années-là, 4 fois, on s'est qualifié pour les championnats mondiaux. En plus de ça, il y a 2 années qu'on a, à vrai dire, 1 année qu'on est allé, mais 2 années qu'on aurait pu y aller pour nos Dean Lists. C'est-à-dire qu'on avait des finalistes pour la liste de Dean qui ont accès, eux aussi, au championnat. Donc, sur 8 années, on aurait pu y aller 6 fois. Bon, 1 fois a été cancellée dû, effectivement, à la COVID. Est-ce que le robot a été modifié pour les championnats du monde au Texas ou non? Les jeunes ont décidé, on n'a pas excessivement modifié. C'est ouvert. Depuis quelques années, il n'y a plus d'emballage. Il y a quelques années, les robots devaient être emballés, on ne pouvait plus toucher aux robots. Depuis quelques années, cette règle-là n'existait plus, donc le robot peut tout le temps être modifié en tout temps. Oui, certaines équipes vont faire des modifications extensives. Nous, les jeunes, de un, on s'entend quand les 2 compétitions, il n'y avait pas beaucoup de temps. Fait qu'ils ne voulaient pas aller à des modifications extrêmes qui seraient hors contrôle, donc ne pas arriver près à la compétition. Ils ont plutôt décidé d'améliorer certaines choses qui les avaient déçus à la compétition. Fait que là, c'est pour ça que ce soir, vous allez voir au niveau de la programmation du mode autonome, d'aller chercher des points à la 3e rangée, c'est-à-dire de faire plus de points dans le mode autonome, d'accélérer certains mouvements. Fait que c'est plus du fine-tuning. Est-ce que vous pouvez nous montrer les chemins pour arriver à les championnats du monde au Texas? Donc, au travers des qualifications, on peut tout regarder ce qui s'est passé à Trois-Rivières. Si on va sur le site de notre équipe, on voit nos 9 matchs, comme je disais tantôt, avec nos 6 victoires et 3 défaites. On peut voir aussi les semi-finales. On en a 3 en semi-finale et la finale qui était un 2 de 3 à ce moment-là, qu'on a gagné. Combien de temps a duré les matchs? Dans le fond, c'est tout le temps, que ce soit en qualification durant les finales, c'est des matchs de 2 minutes et demie. Le premier 15 secondes était un mode autonome, c'est-à-dire que c'est un mode préprogrammé que les jeunes ont choisi. On avait différents modes pour être sûr que si on jouait à différentes places, on a une façon d'aller chercher des points. Durant les finales, bien sûr, l'équipe 1 et l'équipe 2 avaient des tâches dédiées d'aller faire les points. La tâche qu'ils nous avaient donnée, c'est d'aller surtout nuire au déplacement des équipes bleues pour minimiser le nombre de points qu'ils pouvaient faire. Pendant qu'on pouvait s'assurer que le passage soit dégagé quand eux autres venaient porter les comptes. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, pour aller passer, il y a comme 2 passages principaux. Donc, à 3 robots, des fois, ça venait un conflit de passage quand on arrivait à 3 robots où si les vitesses n'étaient pas les mêmes. Fait qu'ils avaient trouvé le plus stratégique, c'est d'avoir les 2 robots les plus rapides, chacun leur couloir, les faire le plus de points possible, pendant que l'autre nuisait à l'alliance adverse. Donc, ça, c'était pour durant le match. Bien sûr, le mode autonome, on faisait chacun nos points pour maximiser les points de l'alliance. Le rôle qu'on avait vers la fin du match, parce qu'il y a beaucoup de points qui se font sur la balance, on avait un robot muni d'un gyroscope pour bien aller se balancer, mais l'objectif, c'était d'aller préparer la balance un peu plus tôt, s'assurer d'être très bien au milieu, parce que c'est important, parce que la dimension des 3 robots rentrait juste sur la balance, puis c'était un petit peu voulu comme ça, qui avait fait la balance pas très large. Fait qu'on s'assurait d'être au milieu, de préparer la balance à l'entrée des 2 autres robots, plus vers la fin du match. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'apprêtait à faire. Si vous voyez, on s'assure d'être bien au milieu, d'avoir penché la balance pour que dès que les robots de notre alliance étaient prêts, qu'ils puissent monter. Fait que là, on les attend. Le dernier robot arrive. Ça semble, puis si vous regardez le temps, on peut dire, oh, ils se prennent beaucoup d'avance, mais la quantité de points à risque par la balance, on ne peut pas manquer notre coup. Puis tant mieux, il y en a qu'on pourrait dire, on était là 10 secondes d'avance de trop, on aurait pu faire, mais manquer ces points-là, c'était une perte de match. Assurément, il y a tellement de points qui se jouent par la stratégie de la balance qu'on ne peut pas se permettre. Fait que une de nos fonctions, c'était là dans le match de s'assurer que la balance était prête à l'arrivée des 2 autres à la fin du match.
et qu'on était bien centré pour s'assurer que la montée des deux autres se fasse facilement. Est-ce qu'il y a eu un moment stressant? Un des moments stressants. La première journée était difficile, mais c'est surtout qu'on a voulu améliorer certains modes parce qu'on a accès à un terrain de pratique pour s'assurer pour améliorer ou tester des choses. Et on a perdu le programme juste avant un match. Fait que juste avant un match, on n'avait plus de robots. Par chance, les gars ont réussi, puis avec les techniciens sur le terrain, il y a vraiment eu un bug logiciel là, à retrouver le programme pendant que les autres équipes plaçaient le robot sur le terrain, là, vraiment à la dernière minute. Fait que ça, c'était un stress. Puis à ce moment-là, comme je disais, on avait un matin plutôt rough, fait qu'on était classé 40e à ce moment-là. Fait que, mais du moment qu'on a pu jouer, au moins le moral était là. On peut jouer, c'est déjà bien. Puis les bons matchs sont arrivés par la suite jusqu'à temps qu'on arrive 15e en classification. Et Edouard, comment ça marche dans les modes autonomes, les robots? Dans le fond, le mode autonome, c'est le robot qui fait lui-même ce qu'on lui demande. Dans le fond, nous, ce qu'on veut le plus souvent, c'est qu'il mette un cube en haut, au 3 ici, puis qu'il recule sa balance. C'est ça qu'on a utilisé le plus souvent. Sinon, on peut les mettre aux 2 autres étages, puis on peut reculer ou sortir de la balance. D'accord. Et est-ce qu'il y a une autre façon de bouger les robots, de conduire les robots? Oui, l'autre façon, dans le fond, le mode autonome, c'est 15 secondes. Puis après le 15 secondes, on fait attendre le robot 3 secondes sur la balance pour voir s'il est bien stable. Puis à la fin de ces 3 secondes-là, le pilote et le copilote prennent la manette, puis là, on commence le jeu en téléopéré. Et qu'est-ce que c'est le plus important que tu as appris dans cette expérience? Bien, je me suis fait bien des amis. J'ai appris à utiliser les outils dans l'atelier, à faire un robot, puis plein de choses qui vont avec ça. C'était vraiment intéressant, puis vraiment le fun. Et est-ce que tu te rappelles quel a été le moment le plus stressant pour toi dans la compétition à Trois-Rivières? C'était en attendant les résultats de la finale. Là, on était tous stressés, on ne savait pas qui allait gagner parce que c'était super serré. Quand on est allé à Trois-Rivières, on était vraiment pas sûr de pouvoir gagner ou même de pouvoir être repêché pour faire les finales. Quand on a su qu'on allait aller au Texas, on a été vraiment contents. Puis c'était vraiment le fun. À propos de la mécanique de robot, comment ça marche? Ça dépend. On a plusieurs composantes sur le robot. On a le châssis qui tient tout le robot. C'est là qu'on a mis les roues. Fait qu'on a pris des roues Omni. Ça s'appelle des roues Omni. C'est comme des roues, mais avec d'autres petites roues par-dessus, ce qui permet le robot de se tasser de côté comme ça. Puis on a mis des roues normales en avant pour avoir plus de traction puis de coller au sol. Puis dans le châssis, c'est là qu'il y a tous les moteurs, les composantes électroniques en arrière, puis toute l'électronique en arrière. On a les moteurs au milieu, la batterie aussi. Puis en avant, on a le compresseur à air pour les pistons sur le robot. Puis après ça, on a notre mât. Le mât qui, lui, soutient le bras télescopique, quelques composantes électroniques, puis les bonbonnes d'air qui permettent de stocker l'air pour tous les pistons sur le robot. On a nos grattes. Ça, une fois qu'ils sont abaissés, on peut se déplacer avec des cubes ou des cônes sur le sol sans difficulté. Puis après ça, on a notre bras télescopique. C'est un bras qu'on peut le monter à l'aide d'un actuateur. C'est un système de vis sans fin, propulsé avec un moteur qui permet d'étirer l'actuateur puis monter notre bras. Puis notre bras, il peut s'étirer de, je pense, 3-4 pieds. Facile pour aller porter le cube jusqu'au 3e étage. Puis comment ça marche? C'est un système de cordes, c'est des ressorts. Fait que le moteur va faire tourner la corde, faire rouler la corde pour ramener le bras. Puis quand la corde elle va se dérouler, les ressorts vont faire ressortir le bras au complet. Puis au bout, on a notre pince qui est avec de la pneumatique. On a mis des pneumatiques pour fermer la pince, pour tenir les objets, puis pour être capable de l'ouvrir. Puis au bout, on a mis des roues de caoutchouc pour facilement tenir nos objets sans qu'ils glissent ou qu'ils tombent. On a aussi mis une caméra sur le dessus. Au début, on voulait s'en servir pour s'aligner avec où c'est qu'il faut placer nos objets. Mais on s'est dit, on va laisser faire parce que je suis capable de le placer manuellement. Fait qu'on s'en sert juste pour un code de couleur avec notre joueur humain qui est à l'autre bout du terrain. Si on veut dépendamment un cube ou un cône quand on va aller chercher notre objet.
Puis on a une autre caméra ici qui permet de, justement, quand on va chercher notre objet, être capable de s'aligner facilement, puis bien l'avoir du premier coup sans être obligé de recommencer puis recommencer. Puis on a d'autres petites composantes comme une limit switch qu'on appelle ici sur notre bras. Ça, une fois que quand le bras va monter, elle va s'activer. Elle va comme peser dessus puis elle va s'activer. Puis une fois activé, le bras va arrêter de descendre. Puis on a un peu le même principe pour notre gros bras télescopique, sauf que c'est une photocelle. Fait que quand ça envoie un signal genre de laser ou de lumière, puis une fois qu'il est à une telle distance, il va arrêter le moteur pour pas qu'on saute le moteur ou qu'on brise quelque chose de notre robot. Puis on propulse nos grattes aussi pour les faire monter et descendre avec des moteurs des petits moteurs aussi à vis sans fin qui vont faire tourner la gratte par en bas et par en haut pour la monter et la descendre. Ouais, on a aussi une roue au bout. Au début, notre roue était supposée servir comme une sorte de frein avec le piston qui est ici, mais on n'avait pas de besoin parce que le bras il s'arrêtait tout seul. Fait que là, c'est juste une poulie manuelle pour monter et descendre le bras manuellement. Ça nous facilite beaucoup, ça nous aide beaucoup. Là, plus besoin de... Ben, c'est juste plus facile après ça. Quel est le moment le plus excitant que tu as vécu à Trois-Rivières? Beaucoup de moments. Toute la compétition était excitante parce que pour moi, c'était ma première vraie grosse compétition de 3 jours. L'année dernière, on a eu une compétition, mais c'était juste une journée à cause de la COVID puis, qui se finissait. Fait que pour moi, toute la compétition était excitante, mais c'était aussi c'était ma deuxième année en tant que pilote, mais c'était assez stressant aussi comme première grosse compétition. Là. Beaucoup de stress et d'émotions à travers la compétition. Quelles sont tes attentes pour les championnats du monde au Texas? Nos attentes, c'est ça, c'est pas de gagner, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont être meilleures que nous autres, mais on va faire de notre mieux. Puis au moins essayer d'être repêché dans les finales. Ce serait déjà un gros exploit, mais sinon, être capable de faire toutes les journées avec un robot qui marche, ça serait vraiment le fun. À date, on n'a pas eu de bris mécanique sur notre robot, ça serait le fun, ça reste comme ça. Qu'est-ce que fait le pilote du robot? Ben, c'est lui quand le robot est sur le terrain, c'est lui qui contrôle le robot, qui va manœuvrer le robot, le faire se déplacer, utiliser ses composantes. Puis il y a aussi un copilote qui va avoir quelques fonctions. Quand le pilote a trop de commandes, le copilote va pouvoir l'aider. Fait que c'est ça, au début du match, les pilotes vont se communiquer ensemble pour la stratégie. Puis tout le long de la partie, ben, c'est moi qui contrôle le robot. Là. Monsieur Yves, quel est le budget que vous avez besoin pour voyager au Texas? On parle d'environ entre 45 000 et 50 000 pour le voyage. Parce que juste en frais de transport autobus, c'est 28 000 d'autobus seulement. Alors, si on prend l'hôtel et tout ça, là, on parle d'un budget entre 45 et 50 000 Et comment les gens peuvent s'impliquer pour aider à soutenir les projets de FIRST au Texas? Bon, je dois premièrement remercier du fond du cœur notre député, M. Éric Lefebvre, qui, suite à un appel d'urgence que je lui ai fait, a réussi à nous dénicher 25 000 auprès de ses collègues du Conseil des ministres. Alors, merci beaucoup, Éric, c'est apprécié là, infiniment, mais on est toujours à la recherche de fonds parce qu'il faut comprendre qu'une école comme nous, la Polyvalente La Samar, a 2 semaines d'avis entre le moment où on a gagné à Trois-Rivières et le départ pour... les budgets ne sont pas illimités. Alors, on est toujours à la recherche de fonds. Alors, si quelqu'un voulait nous aider en commandite, alors communiquez avec nous à la Polyvalente La Samar au 362-3226, le numéro de téléphone de la Poly. Est-ce que l'équipe de la Polyvalente qui est allée à Trois-Rivières, c'est la même équipe qui va voyager à Texas? C'est une équipe réduite parce qu'on comprend qu'à 2 semaines d'avis aussi, beaucoup de jeunes n'ont pas réussi à financer parce que les jeunes doivent quand même débourser un certain montant. Alors, certains jeunes, on comprend qu'à 2 semaines d'avis, arriver à la maison puis dire « Papa, maman, j'ai besoin de 700-800 $ pour partir en voyage », c'est difficile. Et on a certains jeunes qui ont été un peu, on va dire, rebutés par le 40 heures de voyage en autobus, 40 heures aller, 40 heures retour. Fait qu'on part avec 12 jeunes
pour Houston. Bon, Samuel, comment ça marche les programmes pour les modes autonomes du robot? Pour le mode autonome, il y a une colonne ici où on peut choisir les modes autonomes. Comme ici, on peut choisir la distance auquel il va reculer quand il va sortir ou on peut changer les forces. Puis, il y a des modes prédéfinis comme monter sur la balance. C'est un mode qui a été utilisé pour quand on utilise le gyroscope. Il y a fait qu'on peut le sélectionner ou le désélectionner. Il y a les hauteurs, savoir si on va en haut, au milieu ou en bas. C'est les hauteurs qu'il y a là. Puis il y en a un autre où c'est nulle part, où c'est juste qu'on va pas porter rien. Puis il y a l'autre choix où c'est sortir, c'est quand on va plus loin que la balance. Soit qu'on part à côté, on sort de la zone parce qu'on gagne des points quand on sort de la zone, soit qu'on va sortir de la zone puis remonter sa balance. Ouais, il va aller porter, le bras va se lever, puis il va aller porter un cube là, puis après il va se reculer puis s'équilibrer sur la balance. Puis à 1 seconde de la fin, il y a des breaks qui vont se mettre dans les roues. C'est des petits pistons qui s'ouvrent pour que les roues ils se bloquent, pour pas qu'ils redescendent s'ils ne réussissent pas à stabiliser en temps. Samuel, comment le robot peut identifier les tags? Il y a une Limelight, c'est une caméra différente des autres. C'est une caméra avec un ordinateur à l'intérieur. Puis il permet de détecter les Apple tags. Puis il va les scanner puis être capable de repérer les formes puis de grâce à ça d'identifier quel tag c'est parce qu'il y a 8 Apple tags comme ça. Puis chacun d'eux a un ID différent de 1 à 8. Puis grâce aux formes, là, il est capable de détecter quel est l'ID de l'Apple Tag. Puis aussi, avec ça, on est capable de détecter les tapes réfléchissants. C'est à côté de la Limelight, il y a des LED sur les côtés. Puis ça envoie de la lumière. Puis les tapes réfléchissants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réfléchir la lumière. Puis là, il va être capable de détecter sa lumière pour savoir qu'il y a une tape réfléchissant à cet endroit-là. Ça peut servir pour s'enligner. Samuel, dans la compétition, c'est pas possible d'avoir 7 fils. Qu'est-ce que vous faites alors dans la compétition sans 7 fils? Ouais, habituellement dans la compétition, on utilise le routeur. C'est pour se connecter au robot. C'est ce qu'on utilise pour se connecter au robot, c'est un routeur. Mais le routeur avait été reconfiguré pour la compétition pour que pour qu'il y ait seulement la compétition qui puisse se connecter au routeur. Comme ça évitait que les robots se fassent hacker ou détourner par ailleurs. Fait que si on veut pouvoir l'utiliser, si on veut pouvoir utiliser le robot avant les compétitions, on est obligé d'utiliser un fil. Et bon, si on fait une simulation d'un championnat et il y a un pilote et un copilote, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les robots? Dans le fond, on peut aller chercher des pylônes. On est capable d'aller chercher des cônes à la station de chargement, puis des cubes aussi. On peut aller les déposer aux 3 hauteurs. On est aussi capable d'aller chercher des cubes. On peut les mettre en haut, en bas, au milieu, puis en haut. On est aussi capable d'aller chercher du matériel au sol avec nos grattes. Doucement. On peut faire un lien en haut. Et en bas. En bas. En déposant 3 objets en lignée, on peut faire un lien, ce qui nous donne plus de points. Puis à la fin, si on a 5 liens, on fait un point de classement. Puis c'est ça qui nous fait monter en classement pour gagner. Puis pour être plus haut, meilleur aussi. On a des breaks aussi. T'as pas enlevé les breaks? Mets les breaks. On a des breaks aussi pour nous tenir quand on est en pente de même pour pas que le robot il descende. Parce que nos moteurs, quand nos moteurs s'éteignent, le robot va descendre seul si on est en lignée. Puis si on va toucher le sol, on n'a pas nos points. Fait qu'on a mis des breaks pour que le robot se tienne tout seul comme ça. On a plusieurs commandes. On a la commande pour bouger le robot. Puis un des 2 joysticks. C'est pour faire bouger le robot. On a aussi l'autre joystick qui est pour monter le bras manuellement. Fait que ce joystick-là, pour monter le bras, bouger le bras manuellement. Ouais. On a un bouton pour fermer la pince, le A.
Ça sert à ouvrir et fermer la pince. Le X puis le B qui servent à ouvrir puis fermer, ben, monter et descendre les grattes. Je peux aller chercher les cubes ou les cônes en haut. Ça. Je peux aller les chercher en bas aussi. Je peux mettre les breaks aussi. Attention. On a aussi un gyroscope. Avance un petit peu. Ben là, oh, il est pas fort. C'est pas grave, c'est mieux de même. Le robot va se placer tout seul. Tourne ça. Le robot va se placer tout seul. Quelles sont les attentes pour le futur pour l'équipe de la robotique d'ici, de la polyvalente? Je dirais les attentes, pour nous, c'est un peu la continuité. C'est pas tant de nouvelles attentes ou d'aller plus haut, plus loin, c'est d'amener des jeunes à prendre des responsabilités, oui, connaître au niveau de la technologie, mais beaucoup travailler en équipe, prendre des responsabilités. Puis nous, c'est de leur offrir ce projet-là le plus longtemps qu'on va être capable de le soutenir. Hein. Nous venons d'observer le robot PLS 5618 fini et prêt à participer dans les championnats du monde de robotique pour les écoles secondaires de Houston au Texas entre le 19 et le 22 avril. Si vous voulez suivre les résultats de la participation de la polyvalente La Samère au mondial First, vous pouvez vous abonner à la page Facebook PLS 5618 ou suivre le compte Instagram Team 5618. Pour la TVC, Silvana Suárez.